Jory, je suis médiatrice culturelle à la Bibliothèque d'Alma. Et puis, c'est ce qui fait que je suis un peu en relation avec la cellule d'innovation et de médiation culturelle et que je suis animatrice de ce bel événement aujourd'hui. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Et puis, je vais aussi vous présenter dans quelques minutes nos panélistes parce que vous êtes là pour eux aujourd'hui. Mais avant tout, je voulais quand même vous dire que cette initiative cet après-midi, elle est là grâce à Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean qui collabore avec la cellule d'innovation et de médiation culturelle. Donc, nous sommes heureux de ce partenariat qui nous permet d'être ensemble. Et aussi, ben, la cellule, elle dure depuis 2012. En fait, elle est née en 2012. Et puis, c'est un mot comme ça qui veut peut-être pas dire grand-chose, mais c'est un espace de concertation pour les médiateurs et médiatrices culturelles de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et puis, ça nous permet aussi de rencontrer différents acteurs du milieu des arts et de la culture. Donc, c'est un lieu de convergence et puis où on peut aussi échanger beaucoup. C'est une trentaine de personnes qui gravitent autour de l'organisation. Donc, on se rejoint, on se joint souvent à travers des communautés de pratique. Il y a aussi des recherches en cours, des outils de médiation culturelle qui sont créés à l'intérieur de cette cellule-là. On fait aussi des communautés de pratique pour partager ensemble. Donc, voilà un peu le but de cette cellule d'innovation et de médiation culturelle. Et puis, ben, cet événement Injection Santé Culture, en fait, ça se trouve à être le 6e d'une série de journées d'études qui ont eu lieu et qui se poursuivent. Donc, il y a eu aussi une conférence dernièrement avec Marcel Dubé, je la salue, qui est avec nous aujourd'hui, qui animait avec Jean Désy, en fait, qui recevait Jean Désy, qui nous permettait de faire encore un lien entre la santé et la culture. Donc, Julie va pouvoir mettre le lien avec le lien dans le chat là, pour la conférence de Jean Désy, ceux qui aimeraient peut-être la visionner à nouveau, là, c'est possible. Donc, voilà. Et puis, c'est pour explorer, comme je disais, les liens entre la santé et la culture qu'on fait ces différents événements-là. Donc, aujourd'hui, c'est une conférence encore qui vous est offerte et puis on parle de santé et de culture au cœur des pratiques plus humaines. Donc, on a 3 personnes bien impliquées qui viennent nous parler de projets inspirants en santé et culture, qui mélangent en fait les deux et puis qui ont été, je pense, au fil des ans, fructueux. Et puis, dans la temporalité, ça dépend. Il y en a qui se sont poursuivis longtemps, d'autres, c'était plus sporadique là, dans ces beaux projets. Donc, vous verrez avec eux là, de quoi il en retourne dans quelques instants. Donc, avant de vous les présenter, je vais quand même prendre une minute pour vous expliquer un peu les détails techniques de cette rencontre. Mais là, je pense que vous commencez à être au courant de comment ça fonctionne une rencontre Zoom. Mais quand même. Donc là, tous les micros sont fermés, c'est super déjà. C'est juste pour éviter les bruits ambiants. Mais si vous voulez prendre la parole à la fin, n'hésitez pas là, à ouvrir les micros. Ça va nous faire plaisir de vous entendre. Sinon, il y a le fil de conversation, le chat qui peut servir à poser vos questions. Julie sera là un peu pour nous faire des petits rappels s'il y a des questions, parce que nous, on sera peut-être concentrés, occupés dans la conversation. Ensuite, il y a aussi la main levée physique, hein, on va l'accepter. Comme ça, si jamais vous n'êtes pas en mesure de lever votre main virtuellement. Donc, les deux, c'est possible. Puis aussi, je voulais vous aviser que la rencontre est enregistrée justement pour qu'on puisse permettre aux gens de la santé qui travaillent peut-être en ce moment de la visionner, cette conférence, s'ils ont un moment plus tard. Donc, elle sera disponible, cette conférence. Si vous ne voulez pas être enregistré sur le fil, ben, peut-être juste fermer votre caméra. Puis sinon, ben, je vous invite quand même à la laisser ouverte parce que c'est super agréable de vous voir. Et puis, ça fait qu'on a l'impression d'être un petit peu plus ensemble, un petit peu plus avec des gens.
Voilà. Maintenant, si je pense que j'ai pas d'autre chose à dire là, sur les petites technicalités. J'irai maintenant dans le vif du sujet, puis ça nous fera peut-être une période justement un petit peu plus longue de discussion et de partage. De toute façon, avec trois panélistes comme ça, on aura sûrement des petits rebondissements ou des idées à partager, là, même les trois ensemble. Alors, ben, je commence par vous présenter Alain Cuerrier, qui est botaniste, chercheur au Jardin botanique de Montréal et aussi à l'Université de Montréal. Donc, Alain, depuis plusieurs années, il se passionne pour pour les plantes. Oui, il y a une passion pour les plantes, bien évidemment, mais surtout sur les interactions qu'elles entretiennent un peu avec l'être humain, la façon dont tout ça interagit ensemble. Et puis, depuis plus de 20 ans, il consacre sa carrière justement à l'étude des bienfaits ou de différentes manières de faire intervenir ou interagir les plantes, surtout les connaissances qu'ont développées les peuples inuits et les peuples des Premières Nations en lien avec ces médecines traditionnelles qui pourraient éventuellement avoir une influence positive sur les pratiques actuelles là, de médecine un petit peu plus modernes. Alors, Alain il a consacré beaucoup de temps à tout ça, à tous ces projets. Il va nous en parler tout à l'heure. Mélissa, qui est là, Mélissa Corbeil aussi, qui est coordonnatrice du projet dont on va vous parler aujourd'hui, l'ABCDR prend l'air, et qui travaille à Langage Plus, Centre d'art actuel aussi. Donc, ce projet-là, ben, il est très particulier. Donc, il joignait en fait 120 participants. C'était une collaboration du groupe Centre-Lac et de Langage Plus, le Centre d'art actuel. Et puis, en fait, l'idée, c'était de travailler autour de l'alphabet. Donc, un projet alliant art et alphabétisation. Donc, c'était vraiment une expérience je pense, extraordinaire. Et puis, ce projet, ben, il a eu lieu il y a 1 an ou 2 en arrière, puis c'est terminé avec une belle exposition et aussi une superbe publication. Donc, mais je pense qu'on pourra la voir un peu tout à l'heure lorsque Mélissa prendra la parole. Et puis, ben, je continue avec Josée Gagnon, qui est cofondatrice et directrice générale de l'organisation de l'organisme des clowns thérapeutiques de Saguenay. Donc, Josée s'implique encore et toujours auprès de cette organisation qui travaille beaucoup sur les émotions, qui les explore dans un milieu qui n'est pas toujours facile et évident, là, le milieu hospitalier, donc, mais aussi les maisons des aînés. Et puis, Josée me disait que c'est beaucoup aussi pour travailler l'estime de soi des personnes qui évoluent dans ces milieux-là, qui ne sont pas toujours dans des situations roses et reluisantes. Là, quand on est malade des fois ou qu'on est dans une situation d'hébergement, on n'est pas toujours peut-être très au meilleur de notre forme. Et puis, les clowns thérapeutiques sont là pour aider ces personnes à vivre leurs émotions. Et puis, même aussi, Josée, l'accompagnement à mourir que vous explorez, ce qui n'est pas du tout, d'après moi, évident, ce qui est très délicat. Et puis, vous le faites quand même. Donc, c'est génial. Puis, je voulais aussi qu'on parle, ben, Josée, on va continuer avec toi. Si tu veux, tu vas nous présenter là, plus en détail. On va te laisser quelques minutes pour parler de cet organisme-là, qui parfois, ben, on en discutait. Là, des fois, on a peut-être un a priori. On se dit, ah mon Dieu, les clowns thérapeutiques, c'est juste des blagues et puis tout ça. Mais on en a discuté ensemble et puis on a bien compris qu'en fait, c'est plus que ça. Donc, je te laisse la parole et puis nous parler justement de ce beau projet. Merci beaucoup. Alors, oui, alors écoute, je vais repartir. Je vais peut-être répéter des choses, mais je vais repartir de la base. Donc, Josée Gagnon, clown thérapeutique Saguenay, ça fait maintenant près de 15 ans qu'on a mis sur pied cet organisme-là.
J'étais à Montréal, je suis comédienne à la base, alors je jouais à la télé, je faisais des trucs, puis ça me satisfaisait pas beaucoup au niveau humain. Alors, mon ego était bien nourri, mais c'est tout ce qu'il y avait, puis c'était pas suffisant pour moi. Alors, j'ai décidé de revenir ici pour élever mes enfants. Alors, comme il n'y avait pas de service de ce genre-là ici, j'ai décidé de bâtir cet organisme-là avec Moira Schaeffer-Pinot, qui est mon acolyte et ma meilleure amie dans ce projet et dans la vie. Alors, on a parti ce projet-là. Donc, ce qu'on fait, c'est que notre mission, c'est de travailler sur l'estime de soi des personnes hospitalisées et en fin de vie. Donc, c'est pas, comme tu dis, ce n'est pas de faire des blagues, ce n'est pas d'essayer de faire rire les gens à tout prix, parce que dans un contexte aussi difficile, moi, personnellement, je suis pas la personne qui aime le plus les clowns, je dois l'avouer. J'aime pas vraiment ça. Mais notre organisme, je me plais à croire qu'on va dans un sentier un peu moins battu, puis qu'on peut justement développer quelque chose d'un peu plus raffiné au niveau de la relation avec l'humain, en fait. Et puis, justement, dans un contexte hospitalier, ben, on est rarement hop la vie. Hein? Quand on est là, c'est parce qu'on est inquiet, on va pas bien, on a peur, on est en colère, on vit tout, on souffre. Donc, c'est pas en faisant des blagues, selon moi, qu'on peut arriver à aider nécessairement. Ça peut dédramatiser une seconde, ça peut énerver aussi. Alors, ce qu'on fait, c'est vraiment de travailler sur toutes les émotions, d'accueillir les émotions, quelles qu'elles soient, puis de travailler dessus. Le personnage du clown nous permet d'aller au-delà, d'aller en fait au bout de ces émotions-là pour faire en sorte qu'elles soient exultées, entendues et qu'on puisse passer à autre chose. Mais tant qu'elles ne sont pas entendues, ben, c'est très difficile de s'en libérer selon moi. Donc, nous, on travaille sur ça précisément. Donc, c'est vraiment l'estime de soi par rapport à tout ça. Alors, on a deux volets. On travaille avec les personnes âgées dans tous les CHSLD de la région maintenant. Donc là, on a vraiment des costumes vintage. On est vraiment avec des costumes d'époque des années 40-50. On est extrêmement chic. On va les voir et on se met beau comme si on allait à la messe. Puis les personnes âgées l'apprécient énormément. Le service est vraiment il est développé vraiment pour être adapté pour les personnes âgées. Donc, comme je pense qu'on voit l'image en ce moment de nos comédiens, là, on voit une image en pédiatrie qui est complètement autre chose. Là, ici, vraiment avec les personnes âgées, on a développé ça pour vraiment créer toute la réminiscence des souvenirs pour les personnes âgées, même ceux qui sont en perte cognitive. Donc, ils peuvent rapidement avoir des souvenirs qui lui viennent. Donc, le lien de confiance se fait encore plus rapidement grâce à ça, entre autres, parce qu'ils se reconnaissent et tout de suite, ils vont nous confier des choses. Ah, j'étais comme ça, j'avais une robe de même, ma mère avait des bottes comme ça. Donc ça crée tout de suite la confidence et les souvenirs et donc ce lien de confiance-là se crée immédiatement. C'est très rare que ça ne fonctionne pas. Alors, étonnamment, comme il y en a qui peuvent penser avec les personnes âgées, les clowns, ben, détrompez-vous, c'est encore plus facile à quel point ils sont ouverts et réceptifs face à nous. On a l'autre volet maintenant. L'autre volet, c'est vraiment en pédiatrie. Donc, on va en pédiatrie, on fait le tour encore là de toutes les chambres, tout ça, mais on a aussi le volet en oncologie. Donc, les enfants qui ont le cancer, moi, personnellement, c'est un de mes terrain de jeu, entre guillemets. C'est un endroit où j'adore être. En fait, j'aime travailler partout, mais avec les enfants, il y a quelque chose de spécial. Puis là, ben, la relation est beaucoup plus dans le clown, comme on peut s'imaginer. Mais là, à ce moment-là, on travaille avec des costumes de docteurs. Donc, on se prend pour des docteurs. Ça fait que la créativité, toute l'art, en fait, dans notre organisme est extrêmement important. On a des entraînements, on engage des comédiens, des comédiens très variés. On a un lutteur, on a un poète, donc on a une équipe qui est extrêmement riche. On a une marionnettiste, on a quelqu'un qui fait du langage signé pour les bébés. Donc, on a vraiment un amalgame de comédiens qui crée une synergie. En fait, on a choisi chaque élément de cette équipe-là et on s'adore. Donc, on a vraiment créé une structure qui est extrêmement solide et qui est extrêmement... il y a un beau filet aussi pour nos artistes qui vivent des choses difficiles. Quand on va arriver puis qu'on va perdre un enfant, s'il y a un enfant ou même des personnes âgées auxquelles on s'attache énormément,
Ben, à ce moment-là, ben, on est des humains puis on se permet de s'attacher. Donc, il faut arriver à donner un filet de sécurité à ces gens-là pour que ça reste un travail sain. Alors, on a bâti toutes sortes d'outils, on prend soin les uns des autres, on se donne énormément de respect et d'écoute. On a un psychologue qui chapeaute aussi notre organisme. Alors, on fait des rencontres psychosociales pour essayer d'évoluer dans ça, essayer de comprendre les blocages, qu'est-ce qui marche pas, les bons coups. Donc, on a créé une structure assez enviable, en fait, pour le milieu de la santé parce que c'est pas la priorité, en fait, pour le personnel, en fait. Donc, je ne crois pas que ce soit, ben, je le sais, que c'est pas une priorité, donc, de prendre soin de l'âme du personnel, tandis que pour nous, ça l'est vraiment. Donc, je crois que le fait qu'on soit des artistes fait en sorte que ça apporte, on est extrêmement débrouillard et créatif pour inventer nos propres outils dont on a besoin. Donc, c'est ce qu'on fait, nos propres entraînements. Comme clown thérapeutique, c'est extrêmement difficile d'avoir des formations. C'est comme un métier qui est tellement en marge. Même si c'est quand même pas si récent. Nous, ça fait près de 15 ans qu'on existe, mais je veux dire, le clown thérapeutique en tant que tel existe depuis à peu près 30 ans maintenant avec le Rire médecin à Paris, où ils sont maintenant dans les blocs opératoires parce que c'est prouvé que le fait pour un enfant ou n'importe qui de s'endormir lors de l'anesthésie, quand l'enfant est moins stressé, c'est prouvé maintenant qu'il y a 50% du temps de rémission je cherche mes mots, en tout cas, ça va plus vite. Donc, pour se relever de tout ça, quand tu t'endors, et que tu n'es pas dans un état de stress extrême. Alors, maintenant, les clowns thérapeutiques là-bas sont à jouer de la musique. Ils vont juste avant l'anesthésie pour faire en sorte de faciliter ensuite le travail. Donc, le Collège des médecins a admis que notre travail, depuis longtemps, était un bel outil. En fait, nous sommes un outil dans le milieu hospitalier. Et on est un bel outil pour la dédramatisation des soins face aux soins administrés. Parce que, on le sait, quand on est pour avoir, puis un enfant encore plus, mais même à ça, il y a des adultes qui perdent complètement le contrôle par rapport à leur peur d'avoir des traitements. Donc, nous, on est vraiment là pour faciliter ça, dédramatiser. En oncologie, on le voit beaucoup. C'est sûr que lorsqu'il faut ouvrir les packs, il y a des trucs qu'on insère à l'intérieur du corps des enfants pour ne pas être obligé de faire des grosses manœuvres mais il faut percer ce pack-là à chaque semaine. Et il y a des enfants qui sont extrêmement forts et il y a des enfants qui sont extrêmement forts aussi, mais terrorisés. Alors, ça fait en sorte qu'à ce moment-là, on devient vraiment un outil, partie prenante, en fait, de l'équipe soignante. Donc, maintenant, le personnel nous demande de venir. Lily Fleur de Pau, c'est ma clown. Alors, c'est régulier. On fait, hey, docteur Lily, venez-vous-en, on a besoin de vous. Là. Puis là, on accourt, puis il faut changer les idées de ce jeune-là qui est en train de péter une coche complètement irrationnelle à cause de sa peur de souffrir. Donc, l'art est extrêmement important pour nous et extrêmement utile, en fait. On l'utilise à toutes les sauces. Donc, avec les personnes âgées, j'en reviens à ça. On a vraiment deux volets qui se complètent énormément, mais qui sont vraiment, l'approche est complètement différente, on s'en doute. Hein? Fait que quand on fait de l'accompagnement aussi en fin de vie, ben, c'est un autre volet qui est extrêmement important pour nous. On a fait une conférence au congrès annuel du Réseau des soins palliatifs du Québec où on parlait de différentes façons d'accompagner un mourant. Qui, selon moi, c'est quelque chose qui doit être complètement revu. Il me reste combien de temps? Hein? Ça sera le temps que je me ferme, hein, bientôt. Ça va? OK, parce que quand je suis partie... Ça va, Josée, il te reste encore au moins 3 bonnes minutes. Là. Ah, OK, je vais abréger. Ben, je parle de la fin de vie parce que c'est extrêmement important pour nous. La créativité est vraiment à son maximum et l'instinct et la créativité, c'est extrêmement relié pour moi. Puis ça doit être relié parce que ça nous permet, justement, le clown est un personnage magnifique parce qu'il nous permet de pouvoir aller au bout de toutes les émotions, il a le droit de faire des erreurs. C'est la seule personne dans l'hôpital qui a le droit de faire des erreurs. C'est merveilleux. Donc, puis les erreurs nous nourrissent.
Alors, nous, on se retrouve avec le dindon de la farce. On est toujours les plus crétins de l'hôpital. Tout le monde est spécialiste. Même le gars de l'entretien, il est spécialiste de sa poubelle. Nous autres, on est les pires crétins. Alors, ça fait en sorte que tout le monde se sent valorisé à cause de ça, grâce à ça. Ils sont toujours les spécialistes. C'est eux qui vont nous donner des conseils. C'est eux qui vont régler nos problèmes. C'est eux qui vont nous inspirer. Dans la fin de vie, c'est assez particulier, autant avec les enfants qu'avec les personnes âgées. J'ai envie tout de suite de dire que moi, je prône énormément, contrairement au milieu hospitalier qui dit qu'il faut avoir une saine distance par rapport aux patients. Je ne crois absolument pas à ça. Je suis convaincue que c'est se faire violence parce que l'être humain s'attache d'emblée. Il y a des gens auxquels on s'attache et il faut le faire. Et pour donner être vraiment humain en tant que soignant, ben moi, je prône la saine relation, le sain attachement. Donc, on s'attache, mais on est conscient que je ne suis pas la mère. Je ne vais pas avoir besoin je ne suis pas la mère, mais je suis la meilleure amie de cet enfant malade-là. Donc, il y a une conscience de l'importance de mon rôle, mais une importance aussi de savoir qu'il y a une distance aussi par rapport à ça. Tu sais. Et puis, avec les personnes âgées, ben, ce qu'on essaie de faire, même avec les enfants, lorsqu'ils meurent, c'est vraiment essayer de créer un moment de poésie autour de ce moment-là pour enlever le traumatisme. Donc, je vais donner un exemple pour terminer. Il y a un homme que j'aimais beaucoup qui venait voir sa femme à tous les jours. Il était amoureux, fou d'elle. Et puis, un jour, ben, elle est morte. Puis, on nous l'a dit. Moi, je me suis dépêchée d'aller où la chambre pour le voir, pour les voir. Et puis, là, les enfants ont fait « Ah, non, les clowns. » Là, puis là, j'ai fait « Ben, je pense que c'est peut-être le temps. » Puis là, ils nous ont reçus, ils ont accepté. Et le père, quand il nous a vus, il a fait « Ah, mon Dieu, mes clowns! » Il nous a pris dans ses bras. On est entrés. Je me suis approchée du corps de sa femme, qui était encore chaud. Et puis, avec ses enfants, c'est toujours très chargé, hein, très intense, on s'entend. Et là, je me mets à chanter « Quand il me prend dans ses bras ». Puis là, je chante cette chanson-là le plus humblement possible, avec intégrité. Et puis là, tout le monde pleure. C'est bien évident, on vit un grand moment. Et son père, le mari, se met à chanter avec moi. Et je lui fais signe de venir me trouver. Il vient donc à côté de moi. On chante ensemble pour sa femme qui vient de mourir. Et finalement, je finis par me tasser pour que ce soit complètement lui qui chante pour sa femme. Et là, pour la vie, là, c'était... Écoute, on avait tout le cœur dans la boîte et en même temps, c'était absolument divin et magnifique. Donc, c'est réparateur. Au lieu de créer des traumatismes, ben, on crée de la beauté et de la poésie pour que quand ces gens-là repensent à ça, que ça leur donne un moment, un baume à penser à quel point c'était magnifique ce moment-là et non pas traumatisant. Donc, l'art est partout s'insère dans toutes les sphères de notre travail. Super, Josée, je pleure. Alors, je suis contente. je vais me ressaisir. Je peux te raconter une autre, te plaît. Non. Correct. Donc, merci Josée pour ce magnifique témoignage. J'adore t'entendre parler des clowns thérapeutiques parce que j'avais un peu de préjugés, ben là, comme tu dis au début, à propos de cet organisme-là. Et d'autant plus, tu sais, quand tu dis les enfants, on dit « Hey, vous, les clowns, c'est peut-être pas le bon moment. » Mais je trouve que c'est très parlant, cet exemple-là. Et puis, quand tu disais aussi que l'art est utile, et là, je pense que ça prend tout son sens. Mais merci, Josée, puis on se reparle tantôt. Je vais passer à Alain, parce que Alain aussi travaille, pas dans le milieu hospitalier, mais est souvent confronté, entre guillemets, à ces réalités parce que Alain doit parfois se frapper à certaines portes closes quand il s'agit de mettre de l'avant un peu ses découvertes ou ses impressions, ce qu'il voit, ce qui fonctionne avec certaines populations et qui est en fait pas toujours accepté par le Collège des médecins qui, heureusement, accepte les initiatives comme les clowns thérapeutiques, mais qui, dans le cas d'Alain, des fois, c'est plus difficile un peu. Sauf que je pense qu'avec cette belle curiosité et aussi toute cette passion, ben, il y a sûrement des points positifs ou des points à relever
qui fonctionnent, qui font que cette belle culture aussi facilite la vie à certaines personnes dans les milieux hospitaliers parce qu'ils se sentent compris et reçus dans leur culture à travers des fois une médecine qui les rejoint moins, mais quand Alain, vous travaillez à faire peut-être un peu entrer les médecines traditionnelles des peuples des Premières Nations dans les milieux hospitaliers, en tout cas, dans certaines pratiques, on pourrait dire. Et puis, je pense que c'est un bon moyen là, de justement apporter comme les clowns, mais à votre manière, du bonheur ou un peu d'apaisement à ces personnes, des fois, qui se sentent moins à l'aise là, dans ces milieux-là. Écoute, merci Marjorie. Nakurmi Marialouk, Tunya Suritsi, bienvenue tout le monde. Donc, quelques mots en Inuktitut. Merci. Donc, j'ai la chance pas de le parler malheureusement, là, mais de connaître un peu le vocabulaire. Au fil du temps, on apprend quelques mots. Toujours bienvenue par les communautés. Avant de commencer, écoute, je pense pas que je vais te faire pleurer quand même, là, mais je vais commencer par lire un poème. On parlait de poésie, José parlait de poésie. Je suis poète. Alain, je m'excuse de t'interrompre, j'ai oublié de dire que tu écrivais aussi de la poésie, ce qui est quand même, non, mais c'est quand même important parce que tu es très touché par les arts, peu importe la forme que ça prend aussi. Donc, vas-y, je te laisse la parole. Oui, mais écoute, oui, moi j'ai toujours aimé les arts, j'écris. J'ai préféré vous lire un poème que de vous jouer une pièce au banjo. Je pense que c'était plus approprié le poème. Vous allez comprendre peut-être pourquoi. Ça va être très court. Là. Je vous assommerai pas les oreilles là, avec ma poésie. J'aime pas faire ça. Donc, le titre est tout simplement, et vous allez comprendre, pour Joyce et Chacuan. Donc, je cherche des mots qui font la grève, qui ne savent pas, eux non plus, que le cœur parfois peut se briser. Qui sommes-nous sans cette pierre de compassion qui réchauffe nos âmes et jette au vent la musique du jour? Qui serons-nous sans la main qui tend la fleur ouvragée des astres, celle-là même qui nous regarde, embrasse et aime? Donc voilà le court poème que j'ai écrit à cause de cette Atikamekw qui a eu des services plus que... Enfin... et qui continue un peu dans les hôpitaux, malheureusement, et dans cette vision qu'ont parfois les médecins. Et ça touche évidemment mon travail. J'ai eu, comme tu le mentionnais, Marjorie, on m'a souvent, ben pas souvent, à quelques occasions, on a ri de moi, on a trouvé que j'étais un charlatan parce que je m'occupais de médecine traditionnelle, parce que je m'occupais de savoir traditionnel dans un cadre où moi, j'ai un doctorat en biologie et je me permets de m'ouvrir à une richesse qui est autre que celle de la science. Je ne mets pas en doute la science comme telle, c'est un outil, mais il y a d'autres outils, puis je trouve que de travailler ensemble, ça permet d'avoir une vision qui est souvent beaucoup plus riche, beaucoup plus réaliste aussi et peut-être plus humaine également. J'ai toujours tendance puis même ce matin, j'en parlais avec des gens, mais j'ai beaucoup de collègues qui disent la science des Autochtones. Je trouve que c'est diminuer leur savoir que d'appeler ça la science. Moi, je trouve que la science, c'est une forme d'analyse. Donc, c'est réductionniste, la science, par elle-même, c'est réductionniste. Il n'y a rien de mal là-dedans. L'analyse est réductionniste. Il ne faut pas rien voir de péjoratif. Alors que la prise de contact avec la nature, avec le réel que font, et l'irréel aussi, que font les Premières Nations, je trouve que c'est quelque chose de tellement riche qui déborde un peu. Et des fois, je trouve que d'utiliser un mot comme science, c'est peut-être un peu encore là une façon colonialiste de cibler et de mettre leur savoir dans un pigeonnier dans lequel leur savoir ne rentre pas forcément. On parlait d'art beaucoup, et je vais en parler de l'art parce que c'est important. C'est même essentiel pour les Premières Nations. Mais c'est aussi dans un concept de culture, la culture inuit, la culture Cri, la culture Naskapi, Innu, Squamish, tous des gens avec qui j'ai travaillé dans le passé puis que je travaille encore souvent avec eux. Donc, et cette culture-là, elle est
elle n'est pas en divorce avec l'art, leur propre artisanat, si on peut dire. C'est pas en divorce avec leur culture, avec leur identité. Et ça, c'est important. Et ça, on comprend mal. Et quand on a fait un travail récemment avec mes étudiants, à comprendre quel était dans le milieu hospitalier, dans les milieux de santé, en territoire CRI et territoire Ilnou, donc Mastoyatch, Lac-Saint-Jean, et également chez les Palicours en Guyane française, où on a décidé de faire une étude comparative et de voir un peu comment se dessinait cette réalité et cette compréhension de la médecine traditionnelle. Donc, on a interrogé médecins, infirmières, les administrateurs de la santé, les porteurs de savoir, donc les gens qui font la médecine traditionnelle et ceux qui l'utilisent. Et ce qui est sorti, c'est justement on a tendance à réduire la médecine traditionnelle à quelque chose de bien circonscrit, des plantes médicinales. Pourquoi? Parce qu'on comprend bien dans notre culture occidentale la place, j'allais dire l'importance, mais c'est pas vrai parce qu'on ne lui donne pas beaucoup d'importance encore de nos jours, la place que peut avoir l'herboristerie. Donc, l'utilisation des plantes médicinales, à partir desquelles on a souvent créé des médicaments, des drogues. J'ai travaillé beaucoup dans le domaine du diabète. Donc, on donne souvent pour les gens qui sont au début de leur diabète, on va pas évidemment leur donner d'insuline, on va plutôt les aider avec de la metformine, du glucophage. Et ça vient de Galega officinalis. Donc, je m'excuse de vous balancer des noms latins, c'est une déformation professionnelle. Et c'est une plante. Donc, et tout ça vient de cette plante-là. Donc, il y a plusieurs produits comme ça. Malheureusement, les gens qui administrent la santé ne comprennent pas cette vision-là et n'ont pas une bonne vision, une bonne compréhension de la médecine traditionnelle. Et ça s'est ressorti avec Écoutez, on a fait autour de 200 interviews. Donc, mon étudiant est en train de mourir sous l'analyse des interviews à l'heure actuelle, mais c'est un nombre impressionnant dans le domaine. Et on a pu faire ressortir cette inadéquation. Et ce qui est ressorti notamment dans le travail, puis qui rejoint un peu l'art et évidemment, c'est qu'il y a tellement de choses dans la médecine traditionnelle, c'est extraordinaire. La médecine traditionnelle est en lien avec l'identité des personnes, c'est en lien avec la culture, c'est en lien avec le fait de faire de la récolte de plantes, c'est le fait de créer des raquettes, de faire des paniers, par exemple. Et donc, il y a toute cette relation, tout ça s'est mêlé, tout ça est une espèce de réseau de relations personnelles et interpersonnelles, évidemment, mais je veux dire, et avec la nature, avec ses propres capacités en tant qu'artiste, en tant que personne qui fait de la médecine traditionnelle. Et on s'est rendu compte que la forêt, ce qu'on appelle ou la toundra pour les Inuits, tout ça est au cœur même de la médecine. Tout ça fait partie de la médecine et ne peut pas être divorcé. On ne peut pas enlever la plante de la toundra, on ne peut pas enlever le thé du Labrador de la forêt boréale. Ça fait partie de ce lot-là. Et quand on a commencé le projet, ce qui était assez formidable, on n'était pas sûr non plus qu'on allait avoir un son de cloche, disons, positif de la part des communautés. On arrivait avec un projet plus ou moins ficelé, avec possibilité de changement, parce que c'est important de le faire très, très bien avec les gens. Donc, on le fait. On s'est assis avec eux, comme on peut voir sur cette photo-ci avec TV Touk de Cagny-Swalou-Jouac. TV et moi, on se connaît depuis 2004. Et c'est un artiste extraordinaire, TV. C'est un artiste, là, allez acheter son livre, qui est un peu une espèce de résumé de sa vie. L'Institut culturel Avatak, qui est à Montréal et à Inukjuak, ont publié son livre en anglais, français et en inuktitut, si je me souviens bien. Souvent, normalement, il publie en 3 langues. Et c'est formidable, les dessins qu'ils ont fait, les eaux fortes, les sculptures. Il a arrêté pour des raisons de santé aujourd'hui, mais
tout cet art-là parle de leur relation aux plantes, aux animaux, à la spiritualité. Donc, et on voit ici un événement que j'ai fait chez les Naskapi. Je l'ai fait chez les Inuits, je l'ai fait partout ailleurs. Et on voit ici des jeunes et des aînés qui partagent. Donc, les aînés qui partagent leur savoir sur les plantes médicinales, sur la médecine, sur le fait d'utiliser certaines parties des animaux ou certains minéraux aussi. Et de permettre de raccorder, si on veut, les jeunes avec les aînés. Il y a eu un divorce extraordinaire qui s'est produit un peu partout, pas seulement chez les Premières Nations, on le voit ici même. Et quand je les remets ensemble, c'est fabuleux, cette reconnexion et le plaisir que les jeunes ont. Dans ce cas-ci, les jeunes parlent, la plupart parlaient leur langue, Naskapi, mais si je vais au Labrador, j'ai fait le même type d'intervention, donc des ateliers intergénérationnels et interculturels parce que j'étais présent. Les jeunes au Labrador ne parlent plus leur langue. Mon Inuktitut est meilleur que la plupart des jeunes du Labrador. Donc, c'est un problème d'identité, c'est un problème auquel ils font face. Quand je les ai ramenés, ces jeunes-là, avec les aînés, sur une île pour récolter des plantes, pour parler, pour faire ce qu'on appelle là-bas un boil-up, une espèce de barbecue sur place, eh bien, les jeunes sont revenus complètement transformés du seul fait d'entendre les aînés parler en Inuktitut entre eux. Ils ne comprenaient rien, là, mais ça les touchait là, au cœur de leur identité. Et de l'autre côté, tu avais des aînés qui étaient tellement heureux de voir qu'il y avait une possibilité de créer des liens avec les jeunes. Parce qu'ils pensaient qu'il n'y avait plus rien à faire. Les jeunes étaient plus intéressés par leur cellulaire, puis par tout ce qui est les nouveautés qui touchent tout le monde. Donc, et c'est vraiment... et ça a fait un espèce de débat dans la communauté, à tel point que quand je suis arrivé dans un colloque, il y avait des gens des Inuits du Labrador qui étaient là, puis il y en a un qui arrive, Joey, puis il a des mains 4 fois plus grosses que les miennes. Tu sais. Il me met sa main sur la table, puis il dit « Alain! » Il dit « What have you done? Qu'est-ce que tu as fait, Alain? Qu'est-ce que... » Là, je me dis « Ça y est, j'ai fait une erreur, j'ai commis un impair, j'ai pas été respectueux de la culture inuite. » Puis il me dit « Quand je suis arrivé avec mon bateau, parce qu'il est pêcheur, il y a un longliner, il dit « À une époque, parce que nous, on était en septembre, notre atelier, il dit « Pas longtemps après ton atelier, c'est là qu'il va chercher un certain type de poisson, quelque chose que la communauté est très friande, puis ils sont tous... » Il dit « Je suis arrivé à la communauté, il y a personne, tout le monde se foutait de mon poisson, de ce que j'apportais, tout le monde parlait de ton projet. » Pour moi, c'était vraiment touchant d'entendre ça, puis de voir qu'il y avait peut-être possibilité d'une continuation, puis de recréer ces liens-là, et de montrer aussi aux personnes qui sont en santé, dans le domaine de la santé sur place, dans les communautés, que c'est toujours là, c'est toujours dynamique, cette médecine. Elle est faite de la terre où ils vivent, elle est faite de tous les êtres qui vivent là, elle est faite des relations familiales et communautaires, évidemment, personnelles. Tout ça est extrêmement fort et toujours vivant. Et je pense qu'il y a un besoin pour les médecins et les infirmières qui parfois, certains sont ouverts, mais d'autres sont fermés, de proposer, là, de s'asseoir puis de parler ensemble, au fond. Puis on est rendu là avec le dernier projet que j'ai fait à soutenir d'une certaine façon, puis à dire, ben voilà, quelles sont peut-être les barrières, les obstacles, mais aussi les points qui faciliteraient la mise en place de la médecine traditionnelle à l'intérieur des communautés. Je ne dis pas à l'intérieur je finis là-dessus. Parfait. OK, je vais juste finir juste une phrase. C'est très bien. Je veux pas... on ne veut pas dire quoi faire aux Cris, aux Inuits, puis aux Inuits. On veut leur montrer qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est important, et c'est à eux de gérer, c'est à eux de prendre des décisions. Est-ce que la médecine traditionnelle va être donnée à même les
les cliniques de santé ou l'hôpital, dans le cas de Chisasibi, ou encore va rester quelque chose de plus secret et qui va se faire plus dans le milieu même de la forêt, hein, avec les tentes de sudation, la tente tremblante, etc. Donc, c'est vraiment à eux de décider. Puis, je pense qu'on arrivait à un moment où ça résonnait avec les communautés. Et en tout cas, c'est vraiment positif. Je pense, en tout cas pour moi, ça a été très positif tout ce travail-là. On reste à faire comprendre peut-être à certains médecins, je n'aimerais pas les noms ici, comment les choses sont différentes de leur point de vue. Merci. Mais merci Alain, merci beaucoup parce qu'on avait aussi discuté de ça, de certaines initiatives, là, je pense dans le nord du Canada où on en a parlé là, adjacent, il y avait des tentes ou des espèces d'immeubles. En fait, je pense qu'on avait parlé de White Horse au Yukon. Oui, c'est ça, White Horse au Yukon. Le nouvel hôpital qui est là depuis, écoutez, qui est là depuis une vingtaine d'années, je pense, qui a été créé autour des années 2000. Là. Et il y a une femme, Guchin, là-bas, qui a été répétée chaque semaine, je ne sais pas trop. Elle dit, on aimerait ça avoir une chambre ouais, c'est ça. Une chambre Et ça s'est fait. Elle a eu raison, elle les a eu à l'usure. Là. Elle me dit, tu vas les voir souvent, Alain, avec un beau sourire. Puis elle dit, tu sais que ça peut changer des choses, un beau sourire. Et elle a réussi. Et cette chambre-là, les gens peuvent... Et c'est important pour eux d'aller dans une chambre où tout est fait avec des matériaux naturels, où ils peuvent accompagner les gens qui sont en train de mourir. Donc, les accompagner en faisant un feu, parce que le feu permet de ce passage-là. Imaginez un feu dans un hôpital avec les gicleurs, ça ne marche pas très bien. Alors, ils ont tout créé pour que ça puisse se faire. La chambre est juste attenante. Tu sors dehors pour 1 mètre, puis tu rentres dans la chambre. C'est vraiment génial. Donc, en tout cas, moi, je salue ce genre d'initiative et puis je t'encourage à poursuivre ton travail, puis on va poursuivre la discussion tout à l'heure parce que je sais que c'est long, tous ces processus-là. Je sais que c'est long, José, avant que les clowns soient bien établis ici à Saguenay, c'est tout un cheminement. C'est long avant que bon. Et alors, il faut être patient. Et puis, Mélissa, je voulais continuer avec toi, que tu nous parles de ton projet, en fait, l'ABCDA, de votre projet, parce que c'est vraiment un ensemble de participants et un ensemble aussi d'organismes qui sont là ensemble et qui ont rendu possible ce projet. Et puis, tu sais, quand on dit l'art est utile, tout à l'heure, on en a beaucoup parlé, puis aussi que certains êtres, parfois, sont coupés de leur culture quand on pense au peuple des Premières Nations, qui sont des fois confrontés à vraiment rupture, coupure par rapport à ce qu'on leur propose. Tu sais, ça ne répond pas toujours à leurs besoins culturels à eux. Et puis, toi, tu es allé vers des gens qui ont des déficiences, justement, intellectuelles, des limitations physiques des fois, ou bon, des choses comme ça. Puis, tu leur as fait vivre plein d'ateliers créatifs autour de l'alphabet. Et puis, je me dis, tu sais, juste ce mouvement-là d'aller vers l'autre, d'aller vers des personnes qui n'ont pas tout le temps la chance, puis que parfois, on dit, tu sais, on n'a pas le temps, ils sont des fois en institution ou des fois dans des maisons d'accueil, puis ils n'ont pas accès à la culture nécessairement ou à des démarches artistiques où ils sont un peu loin de ça. Et puis, moi, je me dis, là, au moins, tu sais, ça les rapproche d'une certaine culture commune qui se sont même créés eux-mêmes avec toi autour d'un thème que vous avez exploré. Je trouve que c'est quand même extraordinaire aussi là, pour redonner une santé, ne serait-ce que créative et imaginative à des personnes. Donc, c'est précieux. Donc, je te laisse nous parler plus en détail de ce beau projet. Merci, Marjorie. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Mélissa Corbeil. Je suis coordonnatrice à la médiation culturelle pour le Centre d'art actuel Langage Plus à Alma. Et peut-être juste pour vous introduire le projet l'ABCDA prend l'air, il faudrait peut-être souligner le fait que depuis environ 2012, le Centre d'art a vraiment une équipe de médiation. Il y avait toujours eu des animateurs culturels, des agents de développement, mais à ce moment-là, il y a vraiment eu une enfance qui a été un peu plus forte à ces niveaux-là.
Et il s'est avéré, là, par la force des choses, qu'il y a eu du développement au niveau d'un projet qui alliait les arts, donc Langage Plus, avec le milieu communautaire. Donc, on était peut-être dans l'idée de répondre à un besoin qui était aussi d'être en phase avec notre milieu et en même temps de collaborer. Donc, on était vraiment dans cet esprit de travail de co-création et on a été amenés à travailler donc un projet qui s'appelait Jongler son futur. Ça a été notre première expérience, mais on a travaillé avec différents organismes, dont La Clé, le Centre de lecture et d'écriture. Et notre expérience avait été tellement riche puis agréable que La Clé est venue nous retrouver pour coproduire un projet. Et c'était un projet qui liait justement l'alphabétisation et la culture et les arts. Fait qu'on alliait nos expertises puis nos compétences ensemble. On a fait pendant 2 ans des projets avec eux. Puis là, ben, après, nous, on était comme un peu crinqués. On avait vraiment aimé notre expérience. Et c'est là qu'on a découvert le groupe Centre-Lac d'Allemand. Donc, eux aussi ont un programme d'alphabétisation dans leur organisation donc avaient accès à une subvention là, du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec qui favorisait ces alliances-là dans des projets, dans le fond, qu'on disait innovants. Alors, on est allé les trouver et, bien évidemment, on les connaissait pas. Eux non plus nous connaissaient pas. Et on a travaillé tranquillement dans l'idée de créer une alliance. Alors, ben, déjà, je pourrais vous présenter le groupe Centre-Lac. Donc, effectivement, ils travaillent donc avec des gens qui ont des déficiences intellectuelles et ou physiques et ils travaillent sur le territoire de la MRC du Lac-Saint-Jean-Est. Alors, a priori, ils ont plusieurs services, mais ils s'attardent beaucoup à l'idée de loisirs, de contribuer à améliorer les conditions de vie, de développer des compétences et des connaissances, maintenir les apprentissages acquis. Donc, ils ont vraiment une équipe d'enseignants avec lesquels ils vont pouvoir travailler. Il y a la notion de sortir de l'isolement. Donc, ils ont plein de belles missions. Même, ils vont aussi s'engager à défendre les droits des personnes avec des déficiences intellectuelles et physiques. Mais le contexte est très sympathique. Puis, on aborde beaucoup l'idée du loisir, de l'échange. Fait que c'est beaucoup dans cet esprit quand même suivre le rythme de chacun, mais aussi dans l'idée de la rencontre entre eux puis qu'ils puissent se divertir. Donc, d'ailleurs, j'aimerais profiter de l'occasion pour nommer l'équipe avec laquelle on a travaillé parce que ça devient vraiment très important de nommer cette notion de collaboration. Alors, il y avait Sabrina Lavoie, Audrey Simard, Marie-Pierre Turcotte, Louise Thibault, Valérie Tremblay, Ginette Lapointe et Jessie Tivierge. Donc, eux, évidemment, dans cette équipe-là, il y a des enseignants, des intervenants, des éducateurs spécialisés. Donc, ils ont toute une super belle équipe, des animateurs aussi plus en loisirs. Et ensuite, il y a Langage Plus, donc nous, l'organisme pour lequel je travaille, qui nous, on est plus évidemment dans la recherche et la création. On donne lieu à une programmation d'expositions, de résidences d'artistes, d'événements, d'activités éducatives. On est là aussi on travaille à démystifier l'art, ses enjeux et aussi le rôle de l'artiste dans nos sociétés. On a une grande ouverture sur le monde, on fait plusieurs projets au niveau du national, international. Donc, on est vraiment beaucoup plus dans le milieu des arts actuels, dans l'art d'aujourd'hui. Mais il y a l'idée aussi d'élargir un peu la clientèle, de diversifier les publics. Et donc, nous, on était 3. Donc, c'est Jocelyne Fortin, Marianne Tremblay et moi-même. On s'est assis donc avec l'organisme, puis on a créé un projet unique qui était vraiment sur mesure. Donc, eux, il y avait déjà, là, on dit 126 personnes qui utilisaient leurs services. Alors, l'idée, c'était de toucher le plus grand nombre et en même temps, c'était de s'introduire un petit peu à travers leurs activités qui étaient déjà présentes. On avait un contexte d'alphabétisation, donc eux, ça se dirigeait surtout dans la notion de garder les savoirs, de les pratiquer, de les rendre toujours un petit peu, on l'a dit tout à l'heure, c'était vraiment l'idée de conserver les acquis. Donc, on n'avait pas des grandes intentions d'apprendre au niveau de l'écriture, la lecture, mais plus de conserver ses acquis, de les pousser un petit peu aussi à travers un projet quand même très ludique. Et c'est comme ça qu'est né, dans le fond, l'abécédaire prend l'air. Alors, pendant 26 semaines, on a rencontré les différents participants
participants de l'organisme. Donc, moi, je coordonnais, mais aussi j'animais les rencontres, mais toujours en association avec l'équipe du groupe Centre-Lac. Donc, ça, je tiens à le souligner parce que c'est ça qui crée aussi la force. Moi, je n'ai pas l'expertise, je ne connais pas les gens avec lesquels je travaille, j'apprends à les connaître, évidemment, mais il y a beaucoup d'enjeux qui m'échappent. Et même chose pour les collègues du groupe Centre-Lac, toute la notion de créer un projet de création. L'objectif était de créer une publication, donc un livre, et en plus d'avoir une exposition. Donc là, c'était nous là, qui avions cette expertise-là. Donc, pendant 26 semaines, moi, je débarquais. En premier, il y avait une valise donc, qui présentait une lettre. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on essayait vraiment de l'adapter puis d'être créatif aussi à travers ce projet-là. Fait que, au début, on pourrait dire que je portais un peu ce chapeau-là, mais qu'au fil du temps, avec l'équipe, bien, tranquillement, eux-mêmes se réappropriaient leur pouvoir créatif. Donc, il y avait quelque chose de très stimulant aussi dans cette rencontre-là, juste même à même l'équipe. Et ensuite, c'est ça, on arrivait donc avec une lettre. Là, on avait décidé que de toute façon, au niveau de la chronologie de l'alphabet, peut-être ça serait intéressant de le jouer dans le désordre parce qu'on se rendait compte que les gens, malheureusement, à cause de leur capacité, de toute façon, l'apprendre par cœur, c'était comme déjà très grand, puis c'était déjà un enjeu parce que même se rappeler des lettres, des fois, c'était pas nécessairement évident. Donc, on s'est dit que ça serait intéressant de l'amener dans le désordre. Donc, on s'inspirait aussi des gens avec lesquels on travaillait, puis ça a amené vraiment quelque chose d'assez spectaculaire, comme vous voyez un petit peu les photos. Ça nous a poussé dans des horizons tellement vastes. Donc, chaque lettre arrivait par une valise dans laquelle on avait mis plusieurs éléments pour s'amuser, donc avec l'alphabet. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait de la pâte à modeler, il y avait des moulanges de lettres, il y avait des livres d'histoire en lien avec la thématique. Puis chaque thématique, avec l'équipe, on développait là, c'était un peu aléatoire, je vous dirais, mais c'était comme, ça serait le fun de parler à travers la lettre A, donc on va parler d'une certaine thématique. Avec la lettre Y, ça va être autre chose. Fait que chaque fois, on s'amusait avec tout ça, puis en même temps, ça amenait certaines notions qui pouvaient être intéressantes, dans le fond, pour les participants. Et ensuite de ça, bien, moi, je rencontrais 3 groupes, mais toujours accompagnés, évidemment, de leurs intervenants. Donc, il y avait un premier groupe qui, eux, avaient des déficiences quand même majeures. Donc, avec eux, on allait plus danser la lettre. On allait jouer avec la prononciation, trouver des mots. On allait aussi créer, évidemment. Donc, on a fait différents projets artistiques. Ensuite, j'avais un autre groupe que je rencontrais. Eux étaient plus au niveau des apprentissages, donc ils étaient avec les enseignantes. Et là, on développait l'écrit. Donc, on écrivait, on essayait à partir de la thématique, aller vers la poésie, ouvrir à une écriture aussi moins peut-être pratico-pratique, mais beaucoup plus justement dans l'imaginaire, en tout cas pousser un petit peu ces horizons-là. Et en finale, la 3e journée où je me présentais, là, c'était des grands groupes d'à peu près une 50aine de personnes. Et dans le fond, ils étaient en alternance. Donc, une semaine sur 2, il y avait 50 personnes. Puis dans l'autre, il y avait un deuxième groupe la semaine d'après, puis après, ils revenaient. Donc, c'est en boucle. Donc, on pourrait dire que chaque groupe a participé comme à la moitié là, des lettres, à la création de la moitié des lettres. Fait que c'était quand même des groupes d'envergure. Hein? Il y avait énormément de personnes. Et là, c'est avec eux qu'on développait la lettre géante. Alors, on le vu un petit peu plus tôt. Chaque lettre, dans le fond, devait être réalisée par des techniques artistiques. Donc, l'idée, c'était de la fabriquer en géant. Donc, ni plus ni moins. Donc, je vous montre la lettre G, donc qui avait été réalisée, par exemple, avec des guimauves et avec des bouts de macaroni et une genre de glu, justement, là, de guimauve, en tout cas, qui est comme plus liquide. Donc, à chaque fois, on poussait aussi, on sortait les gens de leur zone de confort et ils développaient une dextérité. Donc, ça aussi, c'était quand même assez majeur. Il y en a pour qui c'était des enjeux. Et donc, dans cette semaine-là, on cherchait des mots en groupe. On essayait de trouver à parler des différentes lettres par des mots. Alors, je vous montre un autre exemple. Donc, le S qui avait été réalisé à l'extérieur avec différents objets. Alors, ça a donné lieu à beaucoup de situations, mon Dieu, fabuleuses. Peut-être ce qui était intéressant aussi, c'est qu'évidemment, là, on parle de 50 personnes, par exemple, lors de ces rencontres-là. C'était difficile de les toucher tous, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'au final du projet, au moins une fois, là, chaque individu
a participé de façon investie à une des lettres. Donc, peut-être qu'ils n'ont pas, à toutes les lettres, été vraiment complètement absorbés par la proposition, mais au moins une fois, chaque individu là, s'est investi complètement dans la nature du projet. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un projet quand même assez... Tu sais, au départ, là, moi, je leur présente qu'on va faire un livre. C'était très abstrait aussi pour les gens qui étaient présentés. Alors, une autre chose avant de peut-être conclure ma petite présentation, nous, c'est un prétexte, évidemment, aussi pour avoir une ouverture sur la culture. Alors, on a eu des invités. On a eu Charles Sagalane, qui est un écrivain. On a eu le groupe de nature animée. On a eu aussi le conteur Olivier Côté-Brodeur, que je salue, que j'ai vu tout à l'heure. Nous avons aussi reçu Fanny Tremblay, qui travaille pour l'Odyssée des bâtisseurs, et le collectif des femmes immigrantes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'était aussi un prétexte à de super belles rencontres. Et on a fait des sorties culturelles. Donc, vous imaginez un peu l'ampleur du projet. Alors, on a eu la chance, ça c'était un des moments aussi magiques du projet, il y avait la troupe Bouche de l'An qui était présentée à Ville d'Alma Spectacle, exactement dans les dates dans lesquelles on travaillait l'abécédaire, et le projet, le spectacle de danse s'appelait 26 lettres à danser. Donc, ils réalisaient eux-mêmes un abécédaire en danse. Ça a été un moment d'une magie pure. Et ensuite, on est allé au centre d'interprétation de l'agriculture et de la ruralité à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Donc, on a fait un labyrinthe. Donc, tu sais, ça poussait là, vraiment à nous sortir, à nous faire découvrir aussi les choses qui étaient à côté de nous, mais qu'on ne connaît pas nécessairement. Ils ont visité l'exposition Photofocus du Club de photo d'Alma à l'Odyssée des bâtisseurs. On est allé au Cerf Belle 2 jours. On a travaillé avec l'école Saint-Sacrement, leur service de garde. Ils ont une classe spécialisée dans laquelle il y a des jeunes qui ont des déficiences intellectuelles et ou physiques. Et là, on les a réunis. C'est juste à côté, hein, c'est leurs voisins. Et ils ont fabriqué ensemble la lettre D qui représentait la thématique, la diversité là, à la craie. En tout cas, ça a été un des moments aussi que je dirais assez magiques. Ensuite, ils ont assisté à l'exposition qui était présentée à Langage Plus, ainsi que The Wood in Color de l'artiste Steve De Brown. Fait que donc, vraiment dans un contexte d'art actuel. Et donc, ça leur a permis aussi d'ouvrir les horizons, puis de les sortir au sens physique, mais aussi au sens de sortir de nos zones de confort. Puis ça a été quand même beaucoup nommé là, par les intervenants, ce qui a été au départ peut-être un petit peu plus difficile, puis à un certain moment, ça devient un petit peu la norme. Donc, évidemment, c'est un projet qui a engendré beaucoup de fierté, je dirais. Et nous, à Langage Plus, dans le cadre de nos projets, bien évidemment, on y va avec nos pratiques, et à la fin, bon, il y avait une exposition, donc, du processus de création, alors qui était présenté à Langage Plus. Alors, eux-mêmes avaient une espèce de recul un peu sur l'amplitude du projet, parce que 26 semaines, c'était quand même long. Alors, de se projeter un petit peu dans le temps, puis de dire, hey, nous, on fait un abécédaire, dans 26 semaines, on va avoir une exposition. Tu sais, c'était quand même des trucs qui étaient comme relativement abstraits. Alors, pour parler peut-être pour conclure, mais pour parler de la notion de la santé à travers ce projet-là, évidemment, c'était beaucoup au niveau du bien-être, mais aussi de cette notion où chaque individu pouvait aussi se réapproprier son pouvoir créatif. Puis ça, c'était évidemment majeur. Et cette ouverture aussi vers les arts et la culture qui, comme tu l'as dit tantôt, Marjorie, souvent sont un petit peu soumis, ces gens-là, à la famille d'accueil, par exemple, ou aux gens autour d'eux là, qui vont ou non leur partager là, cet univers-là. Donc, nous, on leur donnait un genre de tout inclus de 26 semaines. C'est un projet assez fou, je dirais, et d'une amplitude extrême. Là. On en sort bien fiers, là, mais c'est ça, ça a été aussi toute une aventure, là, comme vous pouvez le constater. Merci, Mélissa. Oui, bon, ben nous, on a reçu l'expo à la bibliothèque d'Alma. Donc, j'ai rencontré quelques participants et participantes, aussi des intervenants. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fierté là, chez les gens, même les intervenants.
tout le monde qui participe au projet est comme investi, content, fier. C'est vraiment beau à voir. C'est très touchant. En fait, tous les trois, je trouve qu'il y a la rencontre qui est très forte dans vos métiers, vos pratiques, vos projets, au sens où sans l'autre, ben, c'est moins le fun, là, vos petites affaires, j'ai l'impression. Donc, je me dis que vous travaillez beaucoup pour les autres, pour l'être humain, pour la culture, oui, au sens large, autant elle est vaste, ce qu'elle apporte à l'être humain, à laquelle on peut s'identifier là, quand on parle de culture d'un peuple, par exemple. Mais même la culture et les arts, c'est très, très intéressant comme terrain de jeu là, pour découvrir l'être humain puis de le faire vibrer à travers tout ça. Là. Puis on se rend compte en vous écoutant que c'est tellement important, on dirait, mais que j'en entends pas tellement souvent parler de tout ça. Non, mais là, on est tous les trois, on en parle, on est une vingtaine de personnes qui y croyons, qui sommes autour de ça, qui gravitons autour de ces thèmes-là, qui nous sont chers, mais après, c'est de voir si le plus large public pourrait être aussi convaincu que nous de ces belles pratiques. Et bien maintenant, je laisserai peut-être place en 3 minutes, là, chacun, là, je ferai un petit retour avant la période de questions parce qu'il nous reste encore un petit peu de temps. Julie, ça va, hein? Si on fait juste un petit 3-4 minutes chacun, parce que j'aimerais que vous souligniez, là, Mélissa, on va repartir sur toi, puis après, je vous interpellerai, ou si vous voulez intervenir directement, là, Alain et José. Mélissa, je pense que oui, il y avait énormément de travail là, derrière tout ça, puis en plus, tu en as rajouté, là, que je n'étais même pas au courant là, qu'il y avait des invités là, à travers tout ça. Ça devait être toute une logistique. Donc, mais quels ont été les défis? Je sais, quand on s'était vu, tu avais dit, au niveau des défis, des fois, tu avais l'impression de ne pas toujours rencontrer les objectifs, mais les objectifs, quels sont-ils en réalité? Bien, en fait, c'est sûr qu'il y avait certains défis. Il y a eu beaucoup de magie, mais c'est sûr que c'était un projet très ambitieux. Puis là, je ne vous ai même pas nommé ce qu'au départ, on avait voulu faire. Ça avait encore atteint d'autres niveaux, mais c'est ça, un moment, il faut le ramener au réel. Mais donc, c'était beaucoup de préparation en amont. Ça, c'est quelque chose que, tu sais, c'est dur à quantifier parce qu'on est passionné, on part dans tout ce beau délire. Puis même avec l'équipe du groupe Centre-Lac, tu sais, c'est ça, on rêvait, là, donc on était dans quelque chose. En plus, les participants, ils nous nourrissaient à travers tout ça. Donc, effectivement, ça, c'était quand même un enjeu parce que, évidemment, moi, à travers mon travail, c'était une de mes tâches. Ce n'était pas le projet, puis c'est juste de ça que je m'occupe. Donc, moi, j'avais ces enjeux-là. Pour ce qui est de l'équipe de groupe Centre-Lac, eux, c'était plus un peu que ça leur demandait un peu plus d'organisation puis de structure parce qu'il y avait comme une façon de travailler. Mais règle générale, les éléments étaient là puis c'était quand même relativement pas plus de... un petit peu plus quand même de travail, mais il y avait déjà des tâches de ce type à faire, à réaliser des activités. Fait que c'était juste qu'ils étaient comme un petit peu détournés vers le projet. Après ça, l'idée de la continuité. Parce que c'est sûr que nous... on a des petites intentions aussi derrière ces projets-là. Donc, on aimerait créer un sentiment d'appartenance, par exemple, aux arts et à la culture, que, mettons, l'Engage Plus devienne un petit peu un incontournable, qu'ils aient envie de revenir visiter nos expositions parce qu'ils ont vécu quelque chose. Fait que ça, des fois, ça, c'est un peu particulier parce qu'on vit quelque chose de grand, mais c'est vrai qu'après, on se perd de vue, on se revoit pas nécessairement. Donc, ça nous questionne un petit peu. Puis, c'est sûr que la notion des arts actuels, tu sais, moi, c'est certain que je ne pouvais pas aller aussi loin que je l'aurais espéré. Pas nécessairement parce que les gens n'étaient pas intéressés, mais peut-être parce que des fois, le groupe de 50, ça devient dur là, de capter l'attention puis de pouvoir amener ces notions-là. Tu sais, il y avait beaucoup, finalement, ça devenait une espèce de projet où on avait 1 heure environ. Il y avait comme 1h30, c'était quand même rapide. Donc, des fois, d'approfondir les thématiques, c'était plus difficile. Puis c'est sûr que c'était des gens qui n'avaient pas nécessairement non plus beaucoup vu d'exposition, par exemple, ou des choses comme ça. Après, la notion, c'est sûr que, moi, il y a des enjeux là, par rapport aux réalités des participants qui malheureusement m'échappaient un petit peu. Donc, il y avait la prise de médicaments. Donc, des fois, les participants étaient un peu différents. Là. Moi, c'est sûr que
je me suis pas trop attardée à ça parce que, bon, je faisais confiance, c'est ça, là, à l'équipe puis aux gens qui étaient là, mais c'est sûr que moi, ça m'a un peu quand même chamboulée. C'est sûr que ça me préoccupait un petit peu, là, cette notion-là. Fait que c'est sûr qu'on arrive dans un terrain un peu inconnu en même temps, là, donc on jette là-dedans un peu naïvement avec tout notre amour, tout notre cœur, puis on crée justement des relations. Mais c'est vrai que c'est ça, il y a les enjeux de la réalité là, qui des fois nous rattrapent. Bref, puis en gros, ben, la notion d'imaginaire, moi je pensais, là, je sais pas, on met la pâte à modeler, des crayons de couleur, tu sais, let's go, on y va. Mais on dirait que c'est comme si les personnes qui étaient présentes avaient beaucoup de difficultés à être dans l'imagination. Ça a été quand même étonnant pour moi. Fait que la notion d'écrire, parce qu'évidemment, il y avait la notion d'écrire dans la publication, on n'a pas réussi vraiment à trouver des façons de leur faire écrire. C'était très pratico-pratique, des phrases très je me lève le matin. Tu sais, ça prenait pas beaucoup de profondeur. Et finalement, ben ça, c'est ce qui est intéressant dans le projet, c'est qu'il y a eu beaucoup de magie. Puis à un moment, moi, je me disais, il faut faire confiance, les éléments vont se réunir. Puis effectivement, on a eu une lettre que c'était la lettre Q et on est allé dans le dé des questions et on a enregistré donc des entrevues avec les participants qui nous parlaient de leur vie, leur réalité. Et c'est là qu'on est allé puiser finalement pour les écrits qui apparaissent dans l'abécédaire. Donc, on a trouvé finalement une belle façon. Puis eux, ils les ont, dans le fond, c'était leur citation. C'était des choses qu'ils ont nommées, mais on leur a fait réécrire, donc retranscrire ce qu'ils nous avaient confié. Mais au niveau de l'écriture comme telle, on n'arrivait pas là, avec simplement là, leur proposer d'écrire des phrases à leur faire dire ou nommer des choses sur leur réalité. Donc, ça a été vraiment finalement d'une autre façon. OK. Bien, écoutez, là, j'ai dit, OK, on va parler tous les trois, là, mais en fait, s'il y a des gens qui ont des questions pour José ou Alain ou Mélissa aussi, je ne sais pas si vous voulez y aller parce que là, le temps a filé, là. À une vitesse. Il reste comme 15 minutes à peu près à la rencontre, Julie, si je ne m'abuse. Donc, peut-être que finalement, je ne veux pas vous couper l'herbe sous le pied, Alain et José, mais je me dis, s'il y a des gens qui sont intéressés par vos projets et qui ont envie de vous interpeller, je sais qu'Alain, il y a des gens qui ont posé la question là, sur le livre que tu as. Merci, Mélissa. Beaucoup, beaucoup. le livre que tu as nommé, certaines personnes voulaient avoir le titre. Oui, ben écoute, si tu me donnes 2 secondes, je pense qu'il est juste derrière moi. 2 secondes, là. Moi, je vais prendre la parole en 2 secondes pendant qu'il va chercher son livre. Parfait, merci, José. Je vais vous dire en fait simplement que pour nous, les défis, le défi majeur, c'est ce que tu as dit. Tu as dit j'avais des préjugés, clown, préjugés, fait que c'est récurrent. C'est toujours ça. Okay. Il a fallu défoncer les barrières, bâtir des murs, puis tout faire, vraiment partir de zéro. Donc, on est parti énormément de a priori. Puis, à un moment donné, on a dit on se concentre sur ce qu'on fait. Et à un moment donné, c'est les gens qui vont parler de nous. Puis, c'est exactement ce qui est arrivé. On a arrêté juste de se débattre à essayer de prouver qu'on avait une valeur. On a fait notre travail. Puis après ça, c'est les gens qui faisaient « Hey, viens voir, as-tu vu ça? Tu connais-tu ça? » Fait que c'est de cette façon-là. Puis, on a gagné un prix au ministère de la Santé il y a 3 ans sur l'impact sur la communauté à travers le Québec. Donc, à travers 120 organismes. Puis, tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup d'initiatives de ce genre-là où on entend peu parler. Puis dans cet endroit-là, quand on a reçu le prix au ministère, ben là, c'était tous les ministres et tout le monde. Puis fait que là, on a vu une étendue de projets vraiment inspirants qui se faisaient à travers le Québec, beaucoup orientés sur l'écologie, beaucoup de toutes sortes de sphères. Dans la créativité comme telle, les arts, il n'y en avait peut-être pas tant que ça, mais il y a quand même des initiatives qui se passent partout à travers le Québec et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, pas tant, comparativement à d'autres régions qui sont très effervescents puis vraiment en ébullition puis proactifs. Donc, on a quand même ici dans la région un manque à gagner à ce niveau-là. Okay. Mais il y a quand même des initiatives qui se font partout puis qu'il y a une volonté, en fait, de pousser ces projets-là. En tout cas, ça, c'est avant le COVID. Maintenant, tout est changé.
Oui, oui, tout a changé, mais on sent que ça va revenir. Là. On reste positif par rapport à ça. Mais super, Josée, oui, je comprends, mais je trouve ça intéressant que tu aies parlé de cette remise de prix-là, puis qu'en tout cas, tu as pu voir qu'il y avait d'autres projets aussi Ouais. inspirants en cours. Là. Ça, ça fait toujours plaisir. Ouais. Alain, je crois que tu es de retour là, dans ta quête. Ouais, je suis disparu dans la Oui, noirceur de mes bibliothèques. Puis, écoutez, c'est ce livre-ci. Je ne sais pas si on voit. oui, TV et Talk, le monde de. C'est fait par. En fait, c'est l'édition. Vous pouvez le commander, je pense, directement de l'Institut culturel Avatar, ce que je vous suggère parce que vous aidez la culture inuite. Donc, sinon, il y a aussi. Vous pouvez le commander dans une librairie parce que c'est un co-édité par les éditions Multimonde et l'Institut culturel Avatar, qui a aussi une petite maison d'édition. Donc, il y a vraiment des très belles photos, évidemment, des photos anciennes, là, en noir et blanc. Et juste, Oh. puis pour vous donner une idée, puis évidemment, TV avait fait dans les années, et ça, c'est plus, on trouve, on n'a pas accès à ça. Dans les années 76, il y avait eu tu vois, ça s'est fait par TV Took. Donc, on avait publié les dessins de TV Took dans les années 76 en 2 volumes. Là. On en a un autre ici. Comment? Et j'ai eu la chance de les trouver là, dans des trucs de livres usagés. Mais et d'ailleurs, qui sont que j'ai fait signer par TV Ah. donc, mais ça permet d'avoir une entrée dans la vie des Inuits, qui est une vie formidable. Là. Écoutez, juste pour vous donner une anecdote, TV Took partait de Kainai-Swalujoaq, donc qui est du côté oriental de la baie d'Ungava, et il partait à pied. Il prenait je ne sais pas combien de jours, 10 jours certainement, avant d'arriver à Kuujjuaq, au poste de traite, où il pouvait acheter des balles, des cartouches pour les fusils, puis retourner pour les chasser. Donc, moi, 10 jours, je serais mort dans Toundra, mais en fait. Non, mais il y a des. Puis ce qui est intéressant aussi, puis j'arrête les anecdotes parce qu'on va laisser la parole aux gens qui ont des questions, mais il y avait en 19... Quand Marie-Victorin est décédé, frère Marie-Victorin qui a fait le Jardin botanique de Montréal, le directeur du Jardin botanique, c'était, à suite à Marie-Victorin, c'était Jacques Rousseau. Et Jacques Rousseau a travaillé avec les Cris, il travaillait avec les Inuits, puis il a été le frère de TV Took était le guide de Jacques Rousseau. Donc, vous imaginez bien que ça, on parle de 1951, 53 dans ces années-là. Je pense que c'est 51. Et quand j'ai parlé avec TV Took, je dis, te rappelles-tu? Parce que Jacques Rousseau avait pris des photos de TV Took quand il était jeune, adolescent en fait. Et j'ai dit à TV, te rappelles-tu de quelqu'un qui est venu, qui ramassait des plantes, tout ça, puis il a fait, oh my God. J'ai dit, oui, c'est mon frère qui était son guide. Il ramassait tout ce qu'il voyait. C'est juste drôle que 60 ans après, 2004 à peu près, pas tout à fait, là, mais 55 ans presque après, je sois dans la même communauté que l'ancien directeur du Jardin botanique de Montréal. Ah. Ouais, Ouais, c'est une belle anecdote, effectivement. Merci, Alain. oui. Écoute, Julie, on prendrait les questions s'il y en a. Alors, on va. Attends, je vais me remettre en. Est-ce que certaines personnes avaient envie d'intervenir? Attends, je vois. Bon, je pense que. Attends. Marcel, oui. Et puis Nathalie après, oui. Vas-y, Marcel. Oui, ben merci beaucoup tout le monde. Franchement, 3 projets qui sont très différents, mais en même temps qui ont des parentés, je trouve intéressantes. En fait, ce que ça me fait voir, c'est peut-être une réflexion que j'ai envie de partager avec vous, c'est comment chacun de ces projets-là met en scène des univers qui, en principe, on croirait étrangers. Donc, c'est comment, dans le fond, dans le monde d'aujourd'hui, puis peut-être même celui d'hier, on a construit des univers très étanches. Tu sais, puis comment on peut construire justement des passerelles qui permettent
la rencontre. Vous avez parlé de collaboration, de reconnaissance des savoirs. Hein. Tantôt, Alain, tu parlais peut-être pas de la science, mais il y a une forme de savoir importante du côté des communautés autochtones, inuits, que moi, je ne possède pas puis que j'aimerais bien mieux connaître. Donc, comment il y a cette reconnaissance-là mutuelle pour faire un projet commun? Tu sais, dans le fond, c'est ça. Tu sais, je t'entendais aussi, Josée. Moi, prochainement, je vais avoir une intervention. J'aimerais ça que tu sois à côté de moi. Je vais aller jouer de la musique et te réciter des poèmes. Tu sais, je veux dire, je ne vois pas actuellement chez les personnes qui m'encadrent au niveau de la médecine beaucoup cette attitude-là. Tu sais, dans le fond, c'est comment, avec les connaissances mutuelles qu'on a, permettre ça, ce travail commun, tu sais, pour être mieux. On parle de mieux-être, on parle, tu sais, les effets, là, c'est sûr qu'on ne les a pas tous nommés, mais je suis sûre qu'il y en a des effets. En tout cas, tu en as parlé de quelques-uns aussi, Mélissa, la fierté, tu sais, mais moi, ça me frappe comment créer des liens, c'est important dans notre monde. Comment on en est privé actuellement, même si là, on est tout le monde dans nos petites cases aujourd'hui, essayer de refaire un peu le monde ensemble. Tu sais, c'est important et comment les projets que vous racontez, vous présentez, font cette démonstration-là d'une certaine façon. En tout cas, tu sais, moi, je vois comment les univers disciplinaires, moi, j'ai été longtemps dans le milieu universitaire, j'y suis encore, comment c'est difficile de déconstruire un peu ces univers clos. Hein? Vous avez parlé de pigeonnier, Alain. J'aime bien l'image. Comment on peut déconstruire ça pour faire pénétrer l'ensemble des représentations du monde qu'on a pour faire ensemble? Tu sais, c'est ça que ça me pose ou ça m'amène comme réflexion. Merci, Marcel. Peut-être que je peux juste dire quelques mots pour répondre. Le premier mot qui me vient à la tête, c'est un mot qu'on n'apprend pas beaucoup dans le domaine académique. Là, Marcel, tu parles de l'université. Le mot humilité, ça prend un peu d'humilité. Puis tu as parlé aussi du mot déconstruire. Donc, la déconstruction à la Derrida, c'est quelque chose que j'ai même publié dans mes articles. Puis je pouvais t'avouer que mes co-auteurs n'étaient pas très, très contents que je parle de ça parce que c'est du domaine de la philosophie, puis moi, je suis en sciences. Je me rappelle mon premier article où je citais Jean Paulhan, qui était l'éminence grise des éditions Gallimard dans les années 1920 jusqu'à sa mort en 68, je crois. Et ça, tu vois, j'ai toujours réussi à le faire. J'ai toujours pu, tu sais, j'ai commencé même avec mon travail avec la médecine traditionnelle à mettre des co-auteurs, mettre des communautés comme co-auteurs des articles, ou encore des cris ou des Inuits, surtout des cris avec... Et ça se faisait pas, ça se faisait pas. Et pourtant, ça n'a pas été compliqué de le faire. Et je pense qu'il faut se battre contre soi-même, les acquis, malheureusement, qu'on reçoit. Puis il faut une dose d'humilité, puis d'accepter qu'un regard soit différent du nôtre. C'est pas évident pour moi, puis pour l'ensemble des gens en général. Là. Il y en a pour qui c'est plus facile. C'est juste ça. Tu sais, quand je vois certains médecins hocher de la tête quand ils m'entendent parler, mais ils ne me connaissent pas, ils ne connaissent pas mes écrits, mes travaux. Ils n'ont aucune connaissance dans le domaine, mais ils sont certains que ça ne fonctionne pas, puis c'est du charlatanisme. C'est correct, on a tous droit à son opinion, mais il faut faire attention d'avoir cette dose d'humilité, puis de se mettre au même niveau, puis de regarder, puis d'accepter. Je ne sais pas si tu es d'accord, Alain. Pour ma part, je fais depuis plusieurs années des présentations à l'université, entre autres en technique de soins infirmiers, quand c'est le temps de parler de soins palliatifs, d'accompagnement. Puis à chaque année, je vais à la fin de leur cours leur parler d'humanisation. Et je ne sais pas si tu perçois la même chose, mais moi, j'ai l'impression que les jeunes, les nouvelles générations sont beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus
vraiment une grande ouverture d'esprit et avide d'avoir des moyens, des trucs, eux aussi. En tout cas, moi, je le ressens beaucoup quand je fais les présentations. Puis même, j'ai fait une présentation la semaine dernière pour le CIUS, pour les employés du CIUS, pour parler d'humanisation des soins. Il y a beaucoup, beaucoup d'ouverture. Les gens veulent vraiment avoir des trucs. Donc, j'ai l'impression qu'il y a peu de moyens. Il y a peu d'outils, mais il y a une grande volonté, j'ai l'impression. Plus on avance, plus la volonté est là vers les gens. Donc, moi, je ressens ça beaucoup, une ouverture. Dans la formation, c'est très important, mais je pense que c'est Jean Désy qui en parlait aussi, que lui, il enseigne et puis il trouvait que justement, les jeunes sont plus ouverts. Donc, c'est plus facile d'aborder ces thématiques-là avec eux puis de les convaincre, entre guillemets, mais c'était une belle porte d'entrée. Donc, à vous trois, mais aussi, je voulais, avant de vous laisser partir, tout le monde, vous souligner la présence de Nathalie Beresky et de Katia Kurtnes qui sont là avec nous parce que ce sont nos deux artistes en résidence. Donc, c'est la suite de ce beau projet, en fait, de la conférence de Jean Désy et de cette conférence aussi santé, culture, au cœur de pratiques plus humaines. Donc, Nathalie et Katia sont là parce qu'elles s'imprègnent un peu de tout ce beau projet pour ensuite créer dans l'art postal, en fait, elles vont faire chacune un dessin ou un dessin. Bon, on ne sait pas encore comment ça va prendre, quelle forme exactement ça va prendre, mais elles sont mandatées pour produire une carte postale qui sera destinée aux gens qui travaillent dans le secteur de la santé, à nos travailleurs de la santé, parce qu'on n'a pas pu les joindre beaucoup avec ces deux conférences et on le savait. Ils sont actuellement très occupés et on dirait même débordés. Alors, on s'est dit que pour les remercier pour leur beau travail et puis pour leur dire qu'on est avec eux, pour leur faire un petit clin d'œil aussi, dire que le milieu de la culture et le milieu de la santé, c'est pas si éloigné qu'on peut le croire, eh bien, on leur enverra ces belles cartes confectionnées par Katia et Nathalie, donc qui mettront leur talent à cette cause, donc qui nous tient très à cœur. Donc, merci Katia et Nathalie d'être là aujourd'hui et puis de finaliser là, en beauté ce projet. J'ai très hâte et je pense que Mélissa aussi, Marcel et Julie et vous tous, peut-être on a très hâte de voir le résultat de votre travail à suivre. Donc, merci d'être là. Et puis, merci à tous de votre belle participation. C'est vraiment agréable de vous avoir là, de vous avoir rencontré, de vous savoir présent aussi auprès de nous avec ces projets qui sont des fois un peu farfelus, là, mais ma foi, qui sont très nourrissants et inspirants. Merci beaucoup Alain Coeurier. Merci José Gagnon aussi et Mélissa. Donc, Corbeil qui est là aussi avec nous. Et puis, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci à tous. Merci beaucoup.